Le 9 juin 1982, dans le ciel du Liban, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. En seulement 2 heures, l'armée de l'air israélienne a accompli ce que beaucoup considéraient comme impossible: détruire complètement 19 batteries de missiles anti-aériens syriens sans perdre un seul appareil. Cette opération, baptisée Mole Cricket 19, allait changer à jamais la nature de la guerre aérienne moderne et ébranler les fondements de la doctrine militaire soviétique. Octobre 1973. La vallée du Sinaï résonne du rugissement des moteurs d'avions de chasse israéliens. Mais en seulement 3 jours, 50 appareils s'écrasent au sol, abattus par une arme que l'Occident sous-estimait, les missiles sol-air soviétiques SA-6. Pour Israël, nation dont la survie dépend de sa supériorité aérienne, ces pertes représentent un cauchemar stratégique. Les pilotes israéliens racontent avoir vu les missiles surgir sans avertissement, leurs radars Doppler pulsés trop sophistiqués pour les contre-mesures électroniques de l'époque. Chaque explosion dans le ciel israélien marquait l'échec d'une doctrine militaire construite sur la domination aérienne absolue. À Tel Aviv, dans les bureaux de l'état-major de l'armée de l'air, les généraux comprennent qu'une révolution technologique est nécessaire. Entre 1974 et 1982, Israël investit des ressources considérables dans un programme secret. L'objectif est clair: neutraliser définitivement la menace des systèmes de défense aériens soviétiques. Des ingénieurs de Israel Aerospace Industries travaillent sur des concepts révolutionnaires: drones de reconnaissance non habités, systèmes de guerre électronique capables de brouiller les fréquences radars, missiles anti-radiation pouvant suivre les émissions électromagnétiques jusqu'à leur source. Pendant ce temps, au Liban, la Syrie déploie progressivement son arsenal le plus moderne. Dans la vallée du Beka, zone stratégique contrôlant les routes entre Beyrouth et Damas, 19 batteries de missiles SA-6 et SA-8 sont positionnées. Chaque batterie comprend 4 lanceurs, des radars d'acquisition et de guidage, des générateurs, des véhicules de commandement. C'est une forteresse électronique théoriquement impénétrable. Les analystes du renseignement israélien photographient chaque installation depuis des altitudes élevées. Ils identifient les modèles exacts des radars, le straight flush pour le SA-6, le land roll pour le SA-8. Ils calculent les portées de détection, les angles morts, les temps de réaction. En 1981, la tension monte. Les forces syriennes au Liban deviennent une menace directe pour le nord d'Israël. La décision est prise. Ces batteries doivent être détruites. Le général Raphaël Eitan, chef d'état-major de Tsahal, approuve un plan audacieux. L'opération portera le nom de code Mole Cricket 19, en référence aux 19 batteries ciblées. Mais cette attaque ne sera pas conventionnelle. Elle combinera technologie de pointe, guerre électronique et coordination parfaite entre différentes plateformes aériennes. Une symphonie militaire d'une précision jamais vue. Laissez un commentaire avec le mot Beka si vous découvrez cette histoire pour la première fois et abonnez-vous à l'Énigme militaire pour ne manquer aucun documentaire historique. Mai 1982. Sur la base aérienne de Ramat David, au nord d'Israël, des techniciens effectuent les derniers réglages sur des appareils étranges. Ce sont des drones IAI Scout, véhicules aériens sans pilote équipés de caméras et de réflecteurs radars. Ces machines, mesurant seulement 4 mètres d'envergure, vont jouer un rôle crucial dans l'opération à venir. La stratégie israélienne repose sur une compréhension profonde de la psychologie opérationnelle syrienne. Les équipages des batteries SAM suivent des procédures strictes héritées de la doctrine soviétique: détecter la menace, activer les radars de guidance, lancer les missiles. Cette prévisibilité devient une vulnérabilité. Les planificateurs israéliens conçoivent un piège élégant: forcer les Syriens à révéler leur position en activant leurs radars. Le système nerveux de l'opération sera le E-2C Hawkeye, avion de surveillance aéroportée acquis des États-Unis. Dans sa rotodome caractéristique, tournant à 6 rotations par minute, des radars APS-145 peuvent détecter des cibles à plus de 350 km. À bord, des contrôleurs coordonneront en temps réel les mouvements de dizaines d'appareils. C'est le cerveau de la bataille à venir. Les armes sont également révolutionnaires. Les missiles AGM-78 Standard ARM peuvent détecter les émissions radar et les suivre jusqu'à leur source, avec une précision de quelques mètres.
Les AGM-65 Maverick utilisent des têtes chercheuses électro-optiques ou infrarouges pour frapper les cibles désignées. Les F-4E Phantom sont équipés de pods ALQ-119 et ALQ-131, systèmes de brouillage capables de saturer les fréquences radars syriennes avec des signaux parasites. Début juin 1982, le contexte politique offre l'opportunité attendue. L'invasion israélienne du Liban, opération Paix en Galilée, vise officiellement à repousser l'OLP au-delà de 40 km de la frontière. Mais pour l'armée de l'air, l'objectif réel est différent. Établir une supériorité aérienne totale en éliminant la menace SAM syrienne. Le ministre de la Défense, Ariel Sharon, donne son approbation finale. Le 9 juin au matin, les pilotes reçoivent leur briefing. Les équipages de F-15 Eagle et F-16 Falcon écoutent attentivement les détails de leur mission. Certains attaqueront les batteries SAM avec des missiles anti-radiation, d'autres assureront la supériorité aérienne contre les intercepteurs syriens. Les plus jeunes pilotes ressentent une nervosité compréhensible. Les vétérans du Yom Kippour, eux, savent ce qui est en jeu. À 11 h, les premiers drones Scout décollent. Leur mission, survoler la vallée du Beka à basse altitude, simulant des avions de chasse pour provoquer l'activation des radars syriens. Dans les centres de commandement syriens, près de Shtora, les opérateurs radars détectent les intrus. Conformément à leur procédure, ils activent les radars straight flush. Sans le savoir, ils viennent de signer l'arrêt mort de leur batterie. 14 h, heure locale. Dans le cockpit du E-2C Hawkeye en orbite au-dessus de la Méditerranée, les contrôleurs voient leurs écrans s'illuminer. Les radars syriens sont actifs. 19 batteries identifiées avec précision. L'information est immédiatement transmise aux chasseurs en attente. Le commandant de l'opération prononce le code d'engagement. Mole Cricket 19 vient de commencer. Vous aimez découvrir des stratégies militaires révolutionnaires? Alors ce qui va suivre va vous fasciner. Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment cette bataille a influencé toutes les guerres modernes. Les premiers à frapper sont les F-4E Phantom équipés de missiles AGM-78. À une distance de 80 km, bien au-delà de la portée des SAM syriens, ils lancent leurs armes. Les missiles détectent les émissions radar, ajustent leur trajectoire en temps réel et plongent vers leur cible à une vitesse dépassant Mach 2. Sur les sites de lancement syriens, les opérateurs n'ont que quelques secondes pour réagir, trop peu. Simultanément, des avions de guerre électroniques Boeing 707 modifiés, positionnés en sécurité au-dessus de la Méditerranée, activent leur système de brouillage. Des impulsions électromagnétiques saturent les fréquences utilisées par les radars syriens. Les écrans des opérateurs se remplissent de fausses cibles, rendant impossible la distinction entre menaces réelles et leurs électroniques. C'est le brouillard de guerre numérique. Une deuxième vague de F-15L Eagle entre en action. Ces chasseurs, les plus modernes de l'arsenal israélien à cette époque, utilisent des missiles AGM-65 Maverick et des bombes à guidage laser. Les pilotes acquièrent visuellement leur cible grâce aux coordonnées transmises par le Hawkeye. Chaque batterie SAM devient un point lumineux sur leurs affichages tête haute. Un par un, les lanceurs explosent sous l'impact précis des munitions guidées. Les Syriens tentent une réaction désespérée. Depuis les bases aériennes de Damas et d'Alep, 60 MiG-21 et MiG-23 décollent en urgence. Leur mission, intercepter les attaquants israéliens. Mais ils pénètrent dans un espace aérien déjà contrôlé. Les F-15 Eagle israéliens positionnés en altitude supérieure ont l'avantage tactique. Leur radar APG-63 détecte les appareils syriens à plus de 100 km. Le combat aérien qui s'ensuit est totalement asymétrique. Les pilotes israéliens, entraînés aux tactiques modernes de combat BVR, Beyond Visual Range, engagent avec des missiles AIM-7 Sparrow à moyenne portée. Les MiG syriens, forcés au combat rapproché, se retrouvent surclassés. En 2 heures de combats aériens, 82 appareils syriens sont abattus. Israël ne perd aucun avion. C'est un ratio jamais vu dans l'histoire de l'aviation militaire. À 16 heures, le silence tombe sur la vallée du Beka. Les 19 batteries de missiles ont été détruites. Les débris fumants des lanceurs SA-6 et SA-8 jonchent les positions syriennes. Des véhicules de commandement éventrés, des radars réduits en ferraille tordue, des cratères marquant les impacts précis. En 120 minutes, Israël a accompli ce qu'aucune force aérienne occidentale n'avait réussi. Anéantir complètement un réseau de défense aérienne intégré de conception soviétique. Dans les heures suivant l'opération, les ondes radio militaires syriennes restent silencieuses. À Damas, le commandement de la défense aérienne refuse d'abord de croire les rapports.
Comment 19 batteries, équipées des systèmes les plus modernes de l'arsenal soviétique, ont-elles pu être détruites sans infliger une seule perte à l'attaquant? Les chiffres semblent appartenir à une fiction militaire. Pourtant, les reconnaissances aériennes israéliennes confirment, chaque site est neutralisé. Les photographies montrent l'étendue des dégâts avec une clarté brutale. Certains lanceurs ont été touchés avant même d'avoir pu tirer un seul missile. D'autres ont lancé leurs armes contre des drones sans valeur ou des fausses cibles générées électroniquement. La technologie soviétique, réputée redoutable, s'est révélée obsolète face à l'intégration technologique israélienne. Les conséquences stratégiques sont immédiates. Sans couverture anti-aérienne, les forces syriennes au Liban deviennent vulnérables. L'aviation israélienne peut désormais opérer librement, frappant positions d'artillerie, convois logistiques, centres de commandement. Le président syrien Hafez al-Assad comprend que prolonger le conflit sans défense aérienne serait catastrophique. En octobre 1982, la Syrie retire progressivement ses forces du Liban central. À Moscou, la défaite syrienne provoque une onde de choc dans les cercles militaires. Depuis des décennies, l'Union soviétique exporte sa doctrine de défense aérienne intégrée, combinée radars, missiles, aviation de chasse, dans un système théoriquement impénétrable. Cette doctrine a été testée au Vietnam, au Moyen-Orient, toujours avec des résultats respectables. Mais au Liban, elle s'est effondrée en 2 heures. Des délégations militaires soviétiques arrivent en Syrie pour examiner les épaves. Les ingénieurs analysent les impacts de missiles, les systèmes électroniques dommagés, tentent de reconstituer la séquence des événements. Leurs conclusions sont alarmantes. Les Israéliens ont exploité chaque faiblesse des systèmes SAM. La dépendance aux émissions radar actives, les temps de réaction trop longs, l'absence de coordination avec l'aviation de chasse. Les États-Unis observent l'opération avec un intérêt considérable. Des officiers du Pentagone étudient les rapports de bataille fournis par Israël. Ils comprennent que Mole Cricket 19 représente un nouveau paradigme, la guerre en réseau, où différentes plateformes partagent l'information en temps réel pour créer une supériorité opérationnelle écrasante. Ces leçons influenceront directement la planification de futures opérations américaines. Des années plus tard, un général tchécoslovaque nommé Jan Sejna, qui a fait défection à l'Ouest, fera une déclaration remarquable. Il affirmera que l'opération Mole Cricket 19 a joué un rôle significatif dans l'effondrement de l'Union soviétique. Selon lui, la démonstration de l'obsolescence technologique militaire soviétique face aux systèmes occidentaux a érodé la confiance des dirigeants du Kremlin dans leur propre appareil militaire. Une affirmation controversée, mais qui souligne l'impact psychologique de la défaite. Pour Israël, la victoire confirme la validité de son investissement technologique. Les drones, la guerre électronique, les systèmes de commandement aéroportés deviennent les piliers de sa doctrine militaire. L'armée de l'air israélienne acquiert une réputation d'excellence technique qui persiste encore aujourd'hui. Mole Cricket 19 devient un cas d'école étudié dans toutes les académies militaires occidentales. Janvier 1991. Dans le ciel irakien, des avions de combat de la coalition dirigés par les États-Unis exécutent l'opération Desert Storm. Les observateurs militaires remarquent immédiatement les similitudes avec les événements du Liban 9 ans plus tôt. Drones de reconnaissance, guerre électronique intensive, missiles anti-radiation, coordination par avion AWACS. La doctrine américaine a intégré les leçons de Mole Cricket 19. Les résultats sont similaires. Destruction rapide de la défense aérienne irakienne, supériorité aérienne totale, perte minimale pour les attaquants. Le modèle israélien de 1982 est devenu le standard de l'OTAN. Les manuels de tactique aérienne font désormais de l'opération un chapitre obligatoire. Les étudiants des académies militaires analysent chaque phase, étudient les coordinations, comprennent l'importance de l'intégration technologique. L'impact technologique dépasse le domaine militaire. Le développement des drones israéliens après 1982 préfigure l'explosion actuelle des véhicules aériens sans pilote. Les UAV, initialement conçus comme leurres ou plateformes de reconnaissance, évoluent vers des systèmes de combat autonomes. Aujourd'hui, des drones comme le Predator ou le Reaper américain descendent directement de cette lignée technologique amorcée pour Mole Cricket 19. La guerre électronique devient également une priorité stratégique. Les nations investissent massivement dans les capacités de brouillage, d'écoute électronique, de guerre cybernétique. Le concept démontré au Liban,
Paralyser l'ennemi dans le spectre électromagnétique avant de le frapper physiquement s'applique désormais aussi aux réseaux informatiques, aux satellites, aux communications. Pour les forces syriennes, la défaite a laissé des cicatrices durables. Dans les décennies suivantes, la Syrie tente de moderniser sa défense aérienne, acquérant des systèmes russes plus récents comme les S-300. Mais la mémoire de juin 1982 persiste. La conscience qu'une force technologiquement supérieure peut détruire des années d'investissement en quelques heures influence profondément la planification stratégique syrienne. 55 des 82 pilotes syriens abattus ce jour-là ont été tués. Les autres ont été capturés ou ont réussi à s'éjecter en territoire ami. Chaque perte représente des années de formation, des compétences irremplaçables. La reconstitution d'une aviation de combat efficace prendra des années à la Syrie. Une génération entière de pilotes a été décimée en un seul après-midi. L'opération Mole Cricket 19 reste aujourd'hui un sommet d'efficacité opérationnelle. Aucune autre opération aérienne dans l'histoire moderne n'a atteint un ratio pertes infligées-pertes subies aussi extrême. 19 batteries détruites, 82 avions abattus, 0 perte. Ces chiffres défient la logique habituelle du combat, où l'attaquant paie généralement un prix pour ses objectifs. Le 9 juin 1982 a prouvé qu'avec la bonne combinaison de technologie, entraînement, renseignement et coordination, une force militaire peut accomplir l'impossible. Cette leçon continue d'inspirer les stratèges militaires du monde entier. Dans les salles de briefing, sur les porte-avions, dans les centres de commandement, Mole Cricket 19 demeure l'exemple ultime de ce que représente la supériorité aérienne absolue. Qu'en pensez-vous? Cette opération mérite-t-elle sa place parmi les plus grandes victoires aériennes de l'histoire? Partagez votre opinion en commentaire et abonnez-vous à l'Énigme militaire pour découvrir d'autres récits fascinants de la guerre moderne. Notre prochain documentaire vous attend.